Lorsque André-René Roussimoff est mort seul dans une chambre d'hôtel à Paris en 1993, le monde a pleuré la chute d'un géant. Mais derrière les gros titres évoquant une insuffisance cardiaque et les discours d'hommage se cachait une histoire bien plus sombre et douloureuse. Une histoire que les médias n'ont jamais réellement racontée. André le Géant n'était pas seulement une légende du catch. C'était un homme qui vivait dans une agonie silencieuse, enseveli sous le mythe et incompris par presque tout le monde. Ces dernières années n'ont pas été marquées par la gloire, mais par la solitude, la douleur croissante et les regrets intimes. Voici l'histoire de la lente déchéance, physique, émotionnelle et personnelle, de l'un des icônes les plus célébrées du XXe siècle. Né pour être différent. André le Géant est venu au monde déjà hors norme. Né le 19 mai 1946 à Coulommiers, en France, il pesait un impressionnant 6 kilos à la naissance, presque le double de la moyenne. Enfant, il a grandi dans le village de Molien, à l'est de Paris, et sa croissance fulgurante laissait tout le monde sans voix. À l'âge de 12 ans, André mesurait 1,91 m, une silhouette imposante parmi des enfants qui n'atteignaient même pas son épaule. Mais dans ses premières années, bien avant les projecteurs des arènes de catch et des caméras hollywoodiennes, André n'était qu'un garçon atteint d'un trouble que personne ne comprenait. Il travaillait dur dans la ferme de son père, capable de soulever des charges que même des hommes adultes peinaient à porter. Quand cela ne suffisait pas, il suivait des apprentissages en menuiserie et en usine. Mais rien ne semblait lui convenir, ni physiquement, ni émotionnellement. Les chaises étaient trop petites, les lits inconfortables, les pupitres d'école inutilisables. Il quitta l'école à 14 ans, pensant devenir fermier comme son père. Mais bientôt, il commença à rêver d'autre chose, une vie qui ne serait pas limitée par un monde physique qui lui rappelait sans cesse qu'il n'y avait pas sa place. La taille extraordinaire d'André était causée par une maladie rare appelée l'acromégalie, bien qu'il ne soit officiellement diagnostiqué que des années plus tard. Cette maladie, provoquée par une tumeur à l'hypophyse, fait produire à l'organisme une quantité excessive d'hormones de croissance. Les os continuent alors de croître, indéfiniment. Chez les enfants, cela provoque le gigantisme. Chez les adultes, cela entraîne des douleurs chroniques, des déformations et souvent une mort prématurée. Mais dans la France rurale des années 1950, il n'y avait pas de spécialiste pour repérer ces signes avant-coureurs. Pour sa famille, André était juste un grand garçon. Pour les villageois, il était une curiosité. Mais André n'était pas amer. Pas encore. Il aimait les blagues. Il était fort, gentil, discret. Parfois, son voisin, le dramaturge Samuel Beckett, le conduisait à l'école, un duo étonnant avec le recul. Mais il s'agissait simplement d'un adulte bienveillant offrant une place à l'arrière de son camion à un garçon trop grand pour le bus scolaire. Ce n'était pas une amitié, juste une nécessité. Pourtant, cette anecdote deviendra plus tard une légende, comme tant d'aspects de la vie d'André. À 18 ans, André partit pour Paris. Les promoteurs de catch virent en lui plus qu'un simple homme gigantesque. Ils virent un spectacle. Il s'entraîna, apprit à se mouvoir avec une agilité improbable pour sa taille, et en 1966, il fit ses débuts télévisés en France. 2 ans plus tard, il remporta le championnat du monde poids lourd de la FFCP. Le Japon l'appela en 1970 et dès 1971, il luttait au Canada, puis vint les États-Unis. C'est Vince McMahon Sr. qui façonna l'image d'André telle que le monde allait la connaître. Il lui donna un nouveau nom, André the Giant, et lui interdit d'exécuter des drop-kicks ou des mouvements rapides. Le but n'était pas de montrer qu'André était talentueux. Le but était de le faire apparaître inamovible. Une montagne vivante. Un objet de crainte. Une anomalie. La stratégie fonctionna. Les fans crurent à l'image. André devint une superstar, mais dès le départ, cela eut un prix. L'homme derrière le mythe était étouffé, et la maladie qui allait finir par le tuer progressait, silencieusement.
vivre en grand, mourir lentement. André le Géant était partout dans les années 1970 et au début des années 1980. Il tournait sans arrêt, luttant au Canada, au Japon, en Australie, au Mexique et dans tous les coins des États-Unis. Il n'était pas seulement programmé comme tête d'affiche, il était l'événement principal. Vince McMahon Sr. planifiait soigneusement ses apparitions pour préserver le mystère. Les fans ne voyaient André qu'une ou deux fois par an dans la même ville. Ainsi, chaque fois qu'il apparaissait, les arènes affichaient complet à chaque fois. En 1974, le livre Guinness des records le désignait comme le catcheur le mieux payé au monde, avec un revenu estimé à 400 000 $ par an. À l'époque, c'était une somme colossale dans l'univers du catch. Mais cet argent venait avec un prix. Un calendrier impitoyable, entre 300 et 340 jours par an sur la route. Les vols commerciaux étaient un cauchemar. Les sièges d'avion, des engins de torture. André ne pouvait pas entrer dans les toilettes, alors il utilisait des seaux cachés derrière des rideaux. La plupart des lits d'hôtel s'effondraient sous son poids. Il dormait souvent sur le sol ou en diagonale sur plusieurs matelas. Tout était trop petit. Rien n'était confortable. Et la douleur s'installait. Au début des années 1980, les articulations d'André commencèrent à céder. Sa colonne vertébrale se dégradait. Ses genoux le faisaient souffrir. Son dos se raidissait au point qu'il devait faire un effort pour se tenir droit. La maladie même qui l'avait rendu célèbre, l'acromégalie, le détruisait peu à peu. Les matchs de catch, avec leurs projections et leurs chocs répétés, ne faisaient qu'accélérer les dégâts. Mais André continuait. Il souriait encore aux fans, jouait toujours le gentil géant. Il ne parlait jamais publiquement de la douleur. Pire encore, il savait exactement ce qu'il affrontait. Il avait appris son diagnostic des années plus tôt. Peut-être dès 1970, lors d'un passage au Japon. Même si cela ne fut confirmé qu'en 1981, après une fracture de la cheville qui nécessita des examens. À ce moment-là, les médecins comprirent. André avait une tumeur hypophysaire. Elle était opérable. Une intervention aurait pu prolonger sa vie. Mais il refusa. Il craignait d'être mis sur la touche définitivement. Le catch, c'était toute sa vie. Alors il fit un choix. Continuer à lutter, même si cela signifiait mourir jeune. Plutôt que des médicaments, André se tourna vers l'alcool. Non par imprudence, mais par pragmatisme. Il voyait comment d'autres catcheurs devenaient dépendants aux antidouleurs. Il ne voulait pas de cette vie. Alors il buvait, beaucoup, méthodiquement. Cela apaisait la douleur. Des amis comme Ted DiBiase ont révélé plus tard qu'André buvait pour pouvoir fonctionner. Il n'aimait pas être ivre. C'était juste le seul moyen qui marchait. Les chiffres semblent légendaires, mais ils sont vrais. Ou presque. Hulk Hogan a déclaré qu'André pouvait boire plus de 100 bières en une nuit. D'autres, comme Dusty Rhodes et Mike Graham, juraient qu'il en avait déjà bu 156. Carrie Elwes de The Princess Bride se souvenait de la boisson favorite d'André, The American, un mélange de tous les alcools disponibles derrière le bar versé dans un pichet de bière. Cela avait le goût du kérosène. Mais pour André, c'était le goût du soulagement. En coulisses, cette consommation était un signal d'alarme. André s'automédicamentait. Il déclinait, et tout le monde autour de lui commençait à s'en rendre compte, même s'il refusait de le dire à voix haute. Chirurgie, cinéma et poids des attentes. En 1986, André le Géant se retrouva sous un nouveau genre de projecteur, non pas sur le ring, mais sur un plateau de tournage. Il avait été choisi pour incarner Fezzik, le gentil géant dans The Princess Bride de Rob Reiner. Le rôle était parfait. Il ne nécessitait pas un jeu d'acteur technique, mais une présence. Et André en débordait. Pourtant, ce que le public ne vit jamais, c'est la douleur insupportable qu'il endura durant le tournage. Son corps, à ce moment-là, tenait à peine debout. Des années de souffrance avaient abîmé sa colonne vertébrale.
Et au début du tournage, à la fin de 1986, André ne pouvait pratiquement plus rester debout longtemps. Cary Elwes, qui jouait Westley, se rappela plus tard qu'André ne pouvait pas rattraper sa partenaire Robin Wright lors d'une scène importante, non par maladresse, mais parce que son dos ne lui permettait tout simplement pas de se pencher ou de bouger rapidement. L'équipe de production dut utiliser des câbles pour soulever les deux acteurs dans certaines séquences. Dans les scènes où Fezzik était censé monter à cheval, André devait être hissé avec des harnais. En coulisses, il était joyeux et charmant, mais l'équipe comprit vite la réalité. Mandy Patinkin avoua un jour avoir rejoint André et Elwes pour boire un verre et avoir été stupéfait par la quantité d'alcool qu'André pouvait ingérer, non parfaite, mais comme anesthésiant. C'était une question de survie. Peu après la fin du tournage, André se résigna enfin à subir une lourde opération du dos en Angleterre. Les chirurgiens durent utiliser des outils fabriqués sur mesure pour intervenir sur sa carrure massive. Selon la légende du catch Terry Funk, l'opération était extrêmement risquée. L'anesthésiste ne savait pas quelle dose de sédatif administrer à un homme qui, selon certains, avait besoin de 2 litres de vodka juste pour se sentir au chaud à l'intérieur. Mais l'opération était indispensable. La colonne vertébrale d'André était proche de l'effondrement. Il avait besoin de temps pour guérir. Et pendant un court moment, il lut. Vince McMahon, désormais à la tête de la WWF, proposa de payer l'opération et fournit même une maison pour qu'André puisse s'y rétablir. Mais ce n'était pas seulement un geste généreux. WrestleMania 3 approchait en 1987 et Vince avait besoin que son géant revienne. Alors André revint trop tôt. Il n'était pas en état de lutter. Il pouvait à peine marcher sans aide. Mais les enjeux étaient énormes. WrestleMania 3 s'annonçait comme le plus grand événement de l'histoire du catch. André devait affronter Hulk Hogan devant 93 000 spectateurs au Pontiac Silverdome. Le combat allait devenir iconique, le moment où Hogan souleva et projeta le géant. Mais peu savaient que tout avait été minutieusement chorégraphié en fonction des limitations physiques d'André. Chaque mouvement devait être chronométré à la seconde. Même Hogan ne savait pas avec certitude si André le laisserait gagner jusqu'au moment même du combat. André ne lutta pas ce soir-là par fierté, il le fit parce que c'était attendu, parce que le mythe l'exigeait, parce que Vince McMahon, qui avait bâti une fortune sur le dos d'André, avait besoin d'un dernier miracle de son géant. Et André, comme toujours, donna ce qu'il lui restait pour le spectacle. Le géant s'éloigne des projecteurs. Après WrestleMania 3, le monde voyait André le géant comme immortel. Il venait de permettre à Hulk Hogan de le soulever devant près de 100 000 spectateurs, offrant un moment qui allait définir toute une époque. Mais en réalité, André ne s'en remit jamais totalement. Ce combat avait pris tout ce qu'il restait à son corps. Il continua à apparaître sur les affiches de catch, mais son déclin devenait impossible à cacher. Ses genoux étaient en ruine. Sa colonne vertébrale avait déjà été opérée. Désormais, même marcher nécessitait de l'aide. Lors des combats, il commença à s'appuyer sur les cordes pour garder l'équilibre. Ses mouvements étaient plus lents, parfois visiblement pénibles. En coulisses, les catcheurs remarquaient qu'il avait besoin d'aide simplement pour se tenir debout ou lasser ses bottes. Les combats en équipe devinrent la norme, non parce qu'ils étaient passionnants, mais parce qu'ils permettaient à André d'en faire moins. Laisser son partenaire mener le match, se reposer dans un coin du ring. En 1991, André fit ce qui serait sa dernière apparition sur le ring pour la WWF aux États-Unis. Une bataille royale à 17 participants lors d'un show non télévisé à Détroit. C'était plus symbolique qu'autre chose. Il n'était pas un candidat crédible à la victoire. C'était surtout une manière d'honorer sa présence. La même année, à SummerSlam 1991, il apparut non pas en tant que catcheur, mais en tant que figure au bord du ring, soutenant The Bushwhackers, appuyé sur des béquilles. Les fans applaudirent, mais la réalité était évidente. Le géant ne pouvait plus marcher seul. Même sa voix avait changé. Jadis puissante et pleine d'énergie, elle était désormais rauque et basse.
Ses amis de longue date disaient qu'il ne se plaignait pas, mais qu'on pouvait voir les ravages. Son rire devenait plus discret, ses nuits plus longues, et la route, autrefois synonyme de gloire, était devenue une prison. Les vols étaient insupportables. Les hôtels n'étaient toujours pas faits pour un homme de sa taille. Des portes trop étroites, des toilettes trop fragiles, des lits trop mous. Chaque ville apportait une nouvelle douleur. Il continua pourtant, pas pour des ceintures, ni pour la lumière des projecteurs. André savait que son temps était compté. Mais il savait aussi que son nom faisait encore vendre des billets. Ses apparitions au Japon, au Mexique et occasionnellement aux États-Unis satisfaisaient les promoteurs et faisaient rentrer de l'argent. Il n'y avait pas de pension dans le catch, aucun système de soutien à long terme. André travaillait pour survivre, même si son corps montrait clairement des signes d'effondrement. Son dernier combat eut lieu le 4 décembre 1992 au Japon. Il fit équipe avec son vieil ami Giant Baba dans un match par équipe à 6. Ce fut discret, loin de la grandiloquence de WrestleMania. Mais en un sens, c'était approprié. Le Japon avait été l'un des premiers endroits à accueillir André comme plus qu'une curiosité. Ce soir-là, il termina sa carrière non en tant que mythe, mais en tant qu'homme. Il retourna en France quelques semaines plus tard, non pour un combat, mais pour quelque chose de bien plus personnel. Son père était décédé. André rentrait pour assister aux funérailles. Il prolongea son séjour pour être auprès de sa mère en deuil. C'était en janvier 1993. Personne ne le savait encore, mais André le Géant venait de livrer son dernier combat. Le compte à rebours était lancé, seul à Paris. En janvier 1993, André le Géant retourna dans son pays natal dans des circonstances douloureuses. Son père était décédé, et pour la première fois depuis des années, André ne voyageait ni pour les affaires ni pour un spectacle. Il rentrait chez lui pour faire ses adieux. Les funérailles eurent lieu en banlieue parisienne, en présence de la famille proche et d'amis d'enfance. À cet instant, André n'était plus la star mondiale du catch. Il était un fils, un endeuillé, un homme qui se retirait dans quelque chose de plus calme que la lumière des projecteurs sous laquelle il avait vécu pendant des décennies. Après les obsèques, André décida de rester un peu plus longtemps en France. L'anniversaire de sa mère approchait et il voulait être à ses côtés. Pour un homme ayant passé la majeure partie de sa vie sur la route, entre aéroports, arènes et chambres d'hôtel, c'était une rare opportunité de faire une pause. Pas de caméra, pas de promoteur, pas de script, juste la famille, juste le foyer. Mais derrière ce geste de réconfort se trouvait un corps trop usé et un cœur à bout de souffle. Dans la nuit du 27 janvier, André s'enregistra dans un hôtel parisien. Ce devait être un court séjour, quelques jours à peine avant de rentrer aux États-Unis. Il passa la soirée avec de vieux amis, jouant apparemment aux cartes. L'un de ses plaisirs de toujours. Un réconfort simple et familier dans une vie qui lui avait rarement laissé ce luxe. Le lendemain matin, le 28 janvier, André ne descendit pas. Son chauffeur attendit. Le personnel de l'hôtel frappa à sa porte. Finalement, ils entrèrent et le trouvèrent inerte, allongé paisiblement dans son lit. Il était mort dans la nuit. La cause officielle, insuffisance cardiaque congestive. Son cœur, déjà affaibli après des décennies à devoir pomper le sang dans un corps d'une taille hors norme, avait fini par céder. Il avait 46 ans. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement. Les gros titres parlèrent d'une tragédie paisible. Certains médias mirent en avant sa carrière dans le catch, d'autres évoquèrent The Princess Bride. Mais peu soulignèrent l'histoire plus profonde, la solitude de mourir seul dans une chambre d'hôtel, loin des arènes qui avaient autrefois scandé son nom. Pas d'entourage, aucun proche à ses côtés, juste le silence. Même dans la mort, André posa des défis logistiques. Les crématoriums français ne pouvaient pas accueillir un homme de sa taille. Son corps dut être rapatrié aux États-Unis. Ses cendres pesaient 8 kilos. Son ami proche, Jackie Macaulay,
accompagna ses restes jusqu'en Caroline du Nord, vers le ranch isolé qu'André possédait, mais où il avait rarement séjourné. Là, un autre ami, l'arbitre Frenchy Bernard, dispersa ses cendres à cheval, comme André l'avait souhaité. Ses funérailles aux États-Unis furent modestes et privées. Hulk Hogan prononça l'éloge funèbre. Parmi les présents figuraient Macho Man, Randy Savage, Vince McMahon et Mae Young. Une cérémonie familiale distincte fut organisée en France. Il n'y eut ni adieu grandiose, ni spectacle gigantesque. Juste quelques personnes qui le connaissaient vraiment, disant adieu à l'homme derrière le mythe. Et quelque part à Seattle, sa fille Robin apprit la nouvelle, non par la famille, mais via un message laissé sur le répondeur par un avocat. C'est ainsi qu'elle découvrit que son père était parti. Un héritage trop grand pour tenir quelque part. André le géant n'a laissé derrière lui ni fils ni héritier dans le monde du catch, ni déclaration solennelle sur la manière dont il souhaitait être commémoré. Mais ce qu'il a laissé est bien plus complexe. Un héritage façonné par la célébrité, assombri par la douleur et porté par la seule personne qu'il a à peine connue. Sa fille, Robin Christensen-Roussimoff. Robin est né en 1979 en France. Sa mère, Jean Christensen, travaillait dans les relations publiques du catch, l'une des rares femmes à voir en André, non pas une attraction, mais un homme. Leur relation ne fut jamais officialisée par un mariage, et peu après la naissance de Robin, la carrière d'André l'éloigna une fois de plus. Il vivait aux États-Unis, tandis que Robin grandissait avec sa mère en Amérique, loin des circuits et des stades qui avaient dévoré sa vie. Malgré le fait d'être son unique enfant, Robin ne vit son père qu'environ 5 fois. Certaines rencontres eurent lieu en coulisses lors de shows de la WWF, quand la tournée passait près de Seattle. Les autres, principalement des comparutions au tribunal, liées à la pension alimentaire et à la paternité. André ne reconnut pas Robin immédiatement. Il fallut un test ADN imposé par la justice pour établir la filiation. Et même après l'avoir reconnu, il resta distant, pas cruel, simplement absent. Et lorsque Robin fut assez grande pour poser des questions, il disparaissait déjà peu à peu des projecteurs et de sa vie. Elle déclara plus tard à CBS Sports qu'elle ne pouvait pas se résoudre à regarder ses combats. C'était trop douloureux. Pas à cause de ce qu'il faisait sur le ring, mais à cause de tout ce qu'il aurait pu être en dehors. « C'est mon père, disait-elle. Mais ce n'est pas le cas. Vous comprenez? Il n'a jamais vraiment été là. » Malgré cela, André fit des arrangements avant sa mort. Il laissa tout à Robin, son ranch en Caroline du Nord, ses droits sur les revenus de la WWF, devenue WWE. Et surtout, le contrôle total de son nom et de son image. Chaque fois que son visage apparaît dans un jeu vidéo, sur une figurine ou dans une vidéo hommage, c'est Robin qui donne son accord et elle est rémunérée en conséquence. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à environ 10 millions de dollars, en grande partie grâce à ses droits. Mais elle vit dans la discrétion, comme sa mère. Pas de scandale. Pas de projecteur, juste la gestion silencieuse d'un héritage trop immense pour être ignoré. En 1993, la WWE créa son Hall of Fame, et André fut le premier et seul intronisé cette année-là. Il établit la norme pour tous ceux qui suivirent. Son nom est gravé sur le trophée remis chaque année à WrestleMania lors du Andre the Giant Memorial Battle Royale. Encore aujourd'hui, de nouvelles générations de fans, pour la plupart nés après ses derniers combats, découvrent son histoire, ou du moins la version qui alimente la légende. Mais pour ceux qui l'ont connu, et pour la fille qui n'en a eu qu'un bref aperçu, cette légende a eu un prix. André passa sa vie à dominer le monde, sur les affiches, sur le ring, dans les souvenirs. Mais il est mort comme tant d'autres, dans le silence, la douleur et loin de ceux qui l'aimaient. André le géant était plus grand que nature à tous les égards, mais derrière le mythe se cachait un homme qui souffrait bien plus qu'on ne l'a jamais su. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans son histoire? Dites-le nous en commentaire.
Et si vous souhaitez découvrir d'autres vérités méconnues sur les légendes du catch, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.